Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, ce volume, j'ai dit que je serais bien incapable de parler la vérité sous prétexte que nous allons écrire un ouvrage de portée internationale. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. Alors, donc, j'ai dit que de deux choses l'une, ou bien on prépare une rencontre de niveau international. C'est ce que j'avais proposé. Réunir l'égyptologie internationale au niveau le plus élevé. Et surtout tous ceux qui sont opposés à mes thèses. J'ai dit que du côté africain, je n'aurais besoin que de deux Africains, parce que ce sont les seuls qui, à l'époque, qui travaillaient avec moi et qui accédaient aux faits égyptiens par la connaissance directe. C'est très dangereux, la connaissance indirecte, parce que vous le voyez bien, vous n'arrivez pas à vous faire une opinion personnelle. Il vous faut passer par l'appui d'une autorité, et cette autorité vous refuse son appui pour des raisons idéologiques, et vous tournoyez. Donc, vous ne pourrez sortir du cercle vicieux que par la connaissance directe. Vous pétillez tous d'intelligence, mais il faudra accepter de fournir cet effort qui vous conduit à la connaissance directe, et nous en reparlerons. Alors, moi j'avais dit donc que je n'ai besoin que de deux Africains qui, avec moi, ont accédé à cette connaissance directe. Et donc, vous pourrez augmenter le volume de la délégation européenne et mondiale. Nous n'avons pas besoin d'être plus de 3. Alors, convoquez donc tous les égyptologues que vous voudrez, les plus acharnés contre nos thèses. Nous en débattrons en toute sérénité. Je vous garantis le climat de sérénité des débats. Les débats ne seront pas limités, ils dureront aussi longtemps que nécessaire, en Égypte même, au Caire. Et à la suite de ces débats, on rédigera un document de portée mondiale, de portée internationale. Et suivant la teneur de ce document, on saura de quel côté penche la balance. Si les conclusions de ce document me permettent de continuer, de participer, je participerai alors à l'ouvrage et j'utiliserai mes idées intégralement. Dans le cas contraire, je serai le premier à vous faciliter la tâche en me récusant. Vous connaissez la suite. Le colloque du Caire s'est tenu sur ma proposition. Toute l'égyptologie mondiale était représentée. J'avais dit aussi que nous, Africains, nous ne serions pas rapporteurs pour réaliser au maximum les conditions d'objectivité. Le rapporteur, c'était un professeur français qui était contre mes thèses aussi, vous le savez bien. Donc, et qui était professeur à Paris 8. L'égyptologie française était représentée par le professeur Vercouteur, qui était l'ancien directeur des antiquités de Nubie, qui était aussi le directeur de l'Institut d'archéologie orientale français du Caire, qui était le tutélaire de la chaire d'égyptologie à Lille 3, etc. Était représenté aussi par le professeur Sonneron, qui l'avait remplacé à l'Institut français d'archéologie d'Égypte, et qui était sûrement le plus apte à nous suivre dans les discussions linguistiques, justement. Et vous avez les débats, les conclusions dans le domaine linguistique, justement, du professeur Sonneron, qui est mort maintenant. Vous aviez le professeur Leclan, qui est devenu académicien depuis et professeur au Collège de France. Vous aviez le professeur Debono, qui était l'archéologue de la vallée du Nil. L'Amérique était représentée par Mme Gordon Chaké, le Canada par le professeur Chini, la Scandinavie par le professeur Serge Soderberg, qui était le directeur de toute la mission de toute la Scandinavie pour la sauvegarde des monuments de Nubie, etc., etc. Voilà, moi, et toute l'égyptologie égyptienne sur place aussi, au Caire et en Égypte, sont venus participer. Vous avez la liste des participants ici. Voilà le document qui est sorti de ces travaux. Oh, vous avez la page, voilà. Et voici, je vous lis une seule phrase de ce document.
Alors je lis pour tout le monde. Voici la conclusion générale des débats du Caire. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Cette phrase est très claire. Cela veut dire que contre toute attente, un déséquilibre s'est produit dans les débats en faveur de nos thèses et que les arguments que nous avons développés, la communauté scientifique qui s'est réunie là-bas n'a pas pu y opposer des arguments dignes de ce nom, bien que l'UNESCO ait pris toutes les dispositions à cet effet. Parce que j'avais insisté aussi pour qu'on prenne toutes les dispositions pour que les participants ne puissent pas venir en disant nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, on ne savait pas à quoi on s'attendait, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle on insiste ici sur le fait, quand on dit malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, l'UNESCO avait demandé à chacun de fourbir ses armes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion fût concluante. Et vous voyez, tout est de cette veine. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez-le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence des théoriciens idéologues européens, que eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure, comme dans ce document, pour que vous puissiez vous faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut. À ce moment-là, la question que vous me posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité, donc vous avez en quelque sorte prouvé ou supposé l'infériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de l'autre camp. Il faut faire attention, parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, donc, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les Blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu. Nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface de Obenga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. La critique scientifique, n'est-ce pas, c'est une méthode. Moi, j'ai utilisé tout l'arsenal des méthodes d'investigation et des méthodes de preuve. J'ai esquissé même des méthodes nouvelles pour l'histoire africaine. Que justement, les maîtres que vous citez, je vous parlais des maîtres occidentaux, n'est-ce pas, que vous citez, utilisent
Largement. Parce que le paradoxe, c'est que tout cela dont vous parlez, ils sont coincés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que cette voie pour renouveler la science historique, et c'est moi qui vous le dis. Et ils sont coincés dans leur propre développement idéologique, et ils ne savent plus comment se dégager de la position inconfortable où ils se trouvent intellectuellement. Ils sont confinés dans des positions idéologiques indéfendables. Et il vous suffirait de fournir un peu d'effort, d'acquérir la connaissance directe pour les dépasser. C'est moi qui vous le dis. Alors, ils voudraient bien sortir de cette position pour récupérer cette littérature. Mais, sans nous citer, bien sûr, mais tout cela est extrêmement difficile. Alors, entendons-nous. Parce que la cause est entendue depuis longtemps. C'est de cela que je voulais vous parler. Vous dites que aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, mais on reconnaît déjà. Et maintenant, c'est la conspiration du silence. On n'attaque plus parce qu'on n'a plus d'arguments pour attaquer. Et ce n'est pas le désir qui leur manque, vous le savez bien.